Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin pour ce webinaire Juliet Sterwen qui est consacré à un sujet d'actualité, s'il y en est. À la sortie de cette crise sanitaire, est-ce que c'est pas le bon moment pour ajuster les moyens aux réels besoins, pour repartir sur une base de performance optimale? Dit autrement, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de cette crise qui, on a vu les entreprises passer souvent par des simplifications qui n'étaient souvent pas autorisées d'ailleurs dans le passé. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut perpétuer cette forme d'agilité et de maîtrise des dépenses? Ce webinaire, il s'inscrit dans une série d'événements, de conférences, de webinaires qu'on organise chez Juliet Sterwen tout au long de l'année et en particulier cette semaine. Parce que cette semaine, pour nous, chez Juliet Sterwen, c'est la semaine de la transformation. Vous voyez sur ce beau slide, c'est un rendez-vous annuel qu'on organise tous les mois d'octobre et qui concentre beaucoup de débats, d'interventions sur toutes les thématiques clés de la transformation. Et le thème de la semaine de la transformation, cette année, vous le voyez s'afficher, ce sont les 1001 visages de la transformation. Et le thème de ce séminaire tombe à pic. Donc, je dis deux mots de Juliet Sterwen. Juliet Sterwen, c'est un cabinet de conseil en transformation, en innovation, qui accompagne les entreprises, les organisations dans l'adaptation ou qui accompagne les entreprises et les organisations dans le fait de tirer les bénéfices en fait des grandes mutations qui peuvent être économiques, numériques, écologiques, sociales, sociétales. On sait bien que ces mutations, elles sont nombreuses. Mais revenons à notre sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que la crise va faire sortir de façon très forte des priorités essentielles sur lesquelles nos organisations doivent se focaliser. Elle a aussi fait sortir à quel point il est encore possible de les optimiser. Et si on se dit les choses, on a vu aussi de façon criante parfois, tout simplement parce que il fallait les contourner, les lourdeurs des activités sans valeur ajoutée qu'on trouve encore dans les entreprises aujourd'hui. C'est pour ça que lors de ce webinaire, on a eu envie de se re-questionner en fait sur les moyens, sur les modes de fonctionnement, sur les ressources en sortie de cette crise. Comment faire pour réaligner tout ça sur les priorités d'aujourd'hui? Donc, les questions qui étaient dans l'invitation, c'est comment ajuster les moyens pour servir les justes besoins des clients et les autres parties prenantes? C'est quelle façon de faire pour poser les nouvelles bases d'une performance opérationnelle financière durable? Comment résoudre les complexités internes, limiter les dépenses externes et comment pérenniser cette nouvelle donne dans les organisations qui ont, on va se le dire, une certaine mémoire de forme? Voilà. Et pour nous éclairer ce matin sur ce sujet, on vous propose donc dans cette table ronde des grands témoins qui exercent des responsabilités autour de l'excellence opérationnelle, de la transformation dans des domaines très variés. On a donc avec nous, et voilà, je leur dis un grand merci, d'abord Delphine Couralet, qui est en charge de l'excellence opérationnelle chez AXA Partners et qui se présentera un peu plus en détail juste après. Stéphane Goris est en charge de la transformation chez Veolia RVD. RVD, ça veut dire recyclage et valorisation de déchets. Et puis Olivier Richard, qui est partenaire, qui est un de mes associés chez Juliet Sterwen et leader sur l'excellence opérationnelle. Voilà. Je suis sûr qu'ils vont nous apporter un éclairage très riche et très concret, aussi concret que possible, sur ces problématiques de performance et sur les réponses qu'ils ont trouvées. Juste avant de passer la parole à nos intervenants, peut-être un mot simplement pour vous qui nous regardez et nous écoutez. L'outil en fait qui nous permet de faire ce webinaire vous permet aussi bien entendu de poser vos questions. Alors n'attendez pas la fin des échanges et des débats pour poser vos questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Vous voyez sur l'écran que vous pouvez cliquer sur votre question, vous remplissez votre question et puis Judith qui est avec nous et qui est directrice de la communication chez nous va rassembler toutes ces questions et puis alimentera nos chers invités à la fin des questions pour qu'on puisse y répondre. Donc mon message c'est surtout n'attendez pas pour noter vos questions, les entrer au fur et à mesure. Judith en fera une synthèse ou bien les énoncera toutes à la fin. Si tout est clair, on va rentrer dans le vif du sujet. Et Delphine, je voulais commencer par toi. Ma première question, c'est
peut-être d'ailleurs même avant ma première question, je vais peut-être te laisser peut-être te présenter mieux que je ne l'ai fait et puis nous donner quelques éléments de contexte sur AXA Partners, de toute façon, est-ce qu'on comprend le contexte dans lequel tu évolues et les exemples que tu vas donner par la suite. Et puis, peut-être nous dire quel impact, toujours au niveau de la performance et de l'organisation, quel impact a eu la crise sur les activités d'AXA Partners au plan très opérationnel, Delphine? Bien sûr, avec plaisir. Donc, Delphine Corrallet, effectivement, je suis responsable excellence opérationnelle chez AXA Partners France. AXA Partners, c'est une entité internationale d'AXA qui propose une gamme de solutions, de services d'assistance, d'assurance voyage, d'assurance emprunteur et prévoyance. Donc, pour résumer, notre mission consiste à aider nos clients corporate à enrichir l'expérience de leurs propres clients. Nous sommes 9000 collaborateurs dans le monde et nous traitons chaque année 10 millions de dossiers d'assistance. Donc, mon équipe est rattachée à la direction de la transformation France. Nous sommes des chefs de projet donc, qui travaillons sur des thématiques d'excellence opérationnelle en support du déploiement de nos plans de transformation, sur la définition, par exemple, de nos modèles opérationnels, la revue de nos processus et également nous accompagnons l'amélioration continue des activités sur la France. Donc, pour revenir peut-être sur l'impact qu'a eu la crise sur nos activités, donc je dirais peut-être en termes de contexte déjà, chez AXA Partners France, donc depuis un peu plus de 4 ans déjà, nous avons expérimenté le télétravail et nous avons également, et ça fait partie de notre ADN d'assisteur, une culture de gestion de crise. Et ça nous a permis d'être réactifs rapidement, de mettre en place des mesures pour d'une part mettre en sécurité les collaborateurs. Donc 100% des collaborateurs ont été en télétravail assez rapidement et avant le démarrage du premier confinement. Également, cette gestion de crise nous a permis de suivre de manière régulière et attentive donc la pandémie et de prendre les mesures qui s'imposaient, tout en gardant le lien avec les collaborateurs et en communiquant régulièrement. Ça, c'était vraiment un point important pour nous. Et en parallèle, effectivement, l'objectif, c'est d'assurer la continuité de nos activités, d'être présent aux côtés de nos clients, de nos partenaires et prestataires pour protéger ce qui compte pour eux. Et donc, rapidement, nous avons communiqué avec les partenaires pour les rassurer sur nos capacités à opérer, sur les moyens qu'on avait mis en place pour adapter nos modes opérationnels. Et également, nous avons communiqué beaucoup avec nos prestataires sur la capacité à assurer leurs prestations, sur leur capacité également à mettre en place des gestes barrières en adéquation avec leur métier. Et ça nous a également obligés, amené du moins, à adapter aussi nos prestations d'assistance en tenant compte de ces mesures et de ces gestes barrières, notamment le port du masque obligatoire, le fait que les taxis ne pouvaient plus prendre de personnes à l'avant et donc parfois obligés d'organiser 2 taxis au lieu d'un. Voilà, ça a un impact quand même sur nos opérations, avec des volumes d'activité qui ont diminué sur certains segments, comme par exemple le voyage, mais avec des dossiers qui se sont complexifiés. Lorsqu'on organise un rapatriement dans cette période de crise sanitaire, il faut prendre en compte le fait que les aéroports sont fermés, que les avionneurs doivent être disponibles et équipés de matériel nécessaire pour transporter les passagers atteints du Covid, qu'il nous faut des autorisations pour entrer dans les pays. Voilà, donc on a eu des temps de traitement des dossiers, des activités qui ont pu être démultipliées. Également, nous avons eu une forte sollicitation de nos lignes dédiées à la santé, comme la téléconsultation médicale, qui a vraiment multiplié ses volumes par 7. Également, nous avons mis en avant plus particulièrement sur nos serveurs vocaux l'accès à la téléconsultation psychologique, puisque dans cette période de crise, c'est important aussi de pouvoir accompagner nos clients dans leurs besoins et leurs questions, notamment liées à la santé, qui étaient vraiment très importantes. Donc oui, nous avons dû adapter nos activités opérationnelles en fonction de l'impact qu'on a eu. Alors effectivement, là, ce que tu viens de citer sont des impacts qui sont très directs et très liés, on va dire, aux effets un peu dévastateurs de cette crise. Si tu avais à citer des mesures
on va dire, plus opérationnelles, organisationnelles, on va dire, qui pourraient se perpétuer en fait par la suite. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples? Oui, bien sûr. Déjà, nous avons déployé plus d'agilité dans la gestion de nos activités, notamment dans l'onboarding des collaborateurs, des nouveaux collaborateurs pendant cette période, de pouvoir assurer des formats d'accueil, de formation à distance, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc, on a beaucoup travaillé sur des modules d'accompagnement, de e-learning. Des nouveaux formats de formation se sont mis en place. On a renforcé également le socle commun des activités opérationnelles plateau autour de la relation client pour favoriser la polyvalence, la polycompétence. On a déjà de la polyvalence en place, de l'aide interservice, mais on allait plus loin dans cette démarche pour avoir plus de souplesse et travailler plus sur l'intelligence collective. Et ça a vraiment été je pense, une fierté des collaborateurs de répondre présent pendant cette crise, de pouvoir se mobiliser, de se recentrer sur la mission première de leur métier qui est l'assistance, d'avoir conscience de leur utilité et de leur responsabilité, notamment plus exacerbée, je dirais, dans ce contexte. Donc, une première mesure, oui, je dirais, c'est plus d'agilité dans la gestion de nos activités, plus de souplesse et de polyvalence. Une adaptation également au travail hybride, puisque je disais précédemment qu'on a été 100% en télétravail très rapidement. Donc, il a fallu nous adapter à ce nouveau contexte. Même si on avait déjà pratiqué le télétravail, c'était quand même, on est passé quand même dans un extrême important. Et donc, ça nous a questionné sur notre capacité à garder le lien, à préserver aussi le bien-être des collaborateurs dans une période où il fallait aussi répondre présent sur nos activités opérationnelles et donc tirer le meilleur parti de ce travail hybride. Et aujourd'hui, c'est un sujet qu'on souhaite conserver, sur lequel on a des réflexions, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans le webinaire. Et du moins, ces réflexions autour de l'hybridation du travail sont vraiment très présentes aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'apprendre de cette période et de se projeter dans une nouvelle normalité dans les mois et les années qui arrivent. Et peut-être, je dirais, un dernier point, c'est qu'en fait, cette crise, elle nous a aussi poussé à repenser nos offres, à prendre en compte des spécificités, des impacts de la pandémie, aussi sur les offres en cours de création pour apporter plus de valeur à nos clients, à nos partenaires, et donc à travailler également plus en amont dans la co-construction de ces offres avec nos partenaires. Ok. Stéphane, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux aussi, toi aussi, te présenter brièvement, encore une fois, mieux que je ne l'ai fait, et peut-être nous resituer aussi de quel métier de Veolia on parle, le contexte général dans lequel travaille Veolia RVD, et puis, même question en fait, comment se sont comportées ces activités pendant la crise avant de rentrer dans des choses plus opérationnelles et en lien avec ce webinaire. Bonjour à tous, Stéphane Goris, moi je suis en charge de la transformation et du QHSE chez Veolia, recyclage et valorisation des déchets sur le périmètre France. Qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les activités de collecte, de traitement et de valorisation des déchets, aussi bien déchets municipaux que des déchets industriels. Et c'est sur la France, un périmètre qui fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires, 15 000 collaborateurs. Alors, à la différence d'AXA, c'est que nous, la crise, on était le personnel de deuxième ligne et on a eu une vraie schizophrénie à travailler pendant cette période de crise parce que d'un côté, on avait pour 50% de notre activité des services essentiels à maintenir. La collecte de vos poubelles ne s'est pas arrêtée en France. Vous avez été les héros du quotidien pendant un certain temps. Exactement, et avec des choses remarquables où nos collaborateurs étaient applaudis, recevaient des dessins des enfants, etc. Enfin, ça a été vraiment des moments très très étonnants parce que d'habitude ils sont plutôt klaxonnés. Donc c'était très très sympa. Et donc toute une partie où en fait pendant la crise il a fallu à l'instant T changer complètement nos modes de fonctionnement pour justement s'adapter à la crise. Au début on démarrait sans masque, avec masque. Enfin, on peut se refaire tout le film de 2020, ça a été très compliqué, avec évidemment un engagement social extrêmement fort pour pouvoir préserver nos collaborateurs dans leur santé et pouvoir maintenir ces services.
Et puis dans le même temps, on avait tout le monde industriel qui s'est arrêté et on a toute notre activité vis-à-vis du monde industriel qui s'est arrêtée. Donc il fallait qu'on soit en gestion de crise, capable de traiter à la fois ce qui continue et ce qui s'arrête, avec des services de chômage partiel à mettre en œuvre, et dans le même temps, pour un certain nombre de fonctions support, de rentrer dans une logique de télétravail, de préservation, etc. Donc on a eu vraiment tout un mouvement, et le démarrage de la crise a été une période extraordinaire parce que en fait on a rempli toutes nos obligations dans cette mais c'est au combat qu'on voit la valeur des soldats, hein, et là ça a été extraordinaire parce qu'on a eu un engagement de la part de tous nos collaborateurs qui était absolument remarquable, et on n'a pas eu de difficultés qui se sont ressenties pour nos clients. Et donc voilà. Et donc c'est la crise pour nous, ça nous a appris aussi des méthodes nouvelles pour travailler. On était vraiment je vais dire une entreprise d'une économie assez traditionnelle, assez classique, avec des modes de fonctionnement où on se réunit une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Là, la crise, ça nous a fait rentrer dans des logiques de gestion de crise au quotidien, d'accélération extrêmement forte. Et donc, par opportunité, vu qu'on s'était mis en œuvre un plan de transformation, j'y reviens tout de suite, et ben ça a été pour nous un très bon facteur d'accélérateur pour ce plan de transformation. Alors, pourquoi j'ai la transformation et le QHSE, juste pour préciser le sujet. La transformation, qu'est-ce que c'est chez RVD? On a une directrice générale qui a mis en œuvre un nouveau plan stratégique pour réorienter notre business model. Je suis en charge, à côté d'elle, de la mise en œuvre et d'assurer le bon déploiement de ce plan de transformation. Et j'ai en même temps le QHSE, ce qui me permet de m'assurer dans le suivi au quotidien de la bonne mise en œuvre de l'intégralité de ce qu'on transforme, pour s'assurer que ça délivre bien ce que l'on s'est promis, et notre capacité à tenir nos engagements. Donc l'association des deux est intéressante parce qu'on conçoit et ensuite on s'assure que ça fonctionne. D'accord. Olivier, je me tourne vers toi avec ta position d'observateur en tant que consultant vis-à-vis des transformations des entreprises. Est-ce qu'il y a des invariants qu'on a pu constater pendant cette crise dans la manière avec laquelle les entreprises ont fait en sorte de maintenir leur niveau de performance? Est-ce que tu vois des choses qui se sont répétées, en fait? Des recettes de cuisine, des martingales? Alors, des martingales, je ne sais pas, mais des choses qui se sont répétées, effectivement. On a pu voir pendant cette crise en fait, sanitaire une volonté de se recentrer, de se reconcentrer sur la chaîne de valeur, en fait, qui a permis de produire finalement les produits et services attendus par le client, en fait. Donc, il y a vraiment une espèce de mobilisation de toutes les ressources vers le maintien de cette chaîne de valeur, vers le maintien de la qualité de la relation avec le client, en se concentrant vraiment sur l'essentiel, et avec une transformation aussi des fonctions support, je dirais, à savoir vraiment toute mise au service de cette chaîne de valeur, que ce soit la RH, que ce soit la finance, que ce soit la logistique. Enfin voilà, il y a vraiment eu une espèce de volonté de chemin nominal de toutes les forces et de toutes les compétences pour servir au mieux le client. Et ça, on l'a vraiment ressenti. Donc l'idée, c'était de se concentrer sur cette chaîne de valeur comme une véritable colonne vertébrale qui a maintenu l'entreprise vis-à-vis du client. Et puis, tout autour, on a mis le muscle qui allait bien pour que cette colonne vertébrale soit la plus droite possible au service du client, si on devait prendre une image. Un autre élément, un variant, je dirais, que l'on a pu constater, eh bien, c'est assez naturellement, finalement, la suppression de toutes dépenses qui sont apparues superflues. Des déplacements, des voyages, le fait d'aller parfois dans la journée à Genève ou Milan pour une réunion, pour plusieurs réunions, ça a disparu, clairement. Et finalement, on ne s'en porte pas plus mal, que ce soit pour la planète d'ailleurs, ou pour nos modes de fonctionnement au service du client. Justement, sur ce plan-là, parce que un peu dans la même logique que les questions que j'ai posées à Delphine et à Stéphane, il y a les choses qu'on a vu se mettre en place pendant la crise, et puis il y a les choses qui vont perdurer par la suite. Si tu avais quelques points à faire ressortir justement sur des éléments ou des mesures
qui ont été prises pendant la crise et dont tu penses ou tu vois qu'elles vont perdurer et qu'elles vont devenir finalement des pratiques normales pendant la crise. Peut-être inversement, s'il y a des choses qui ne se perpétueront pas, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, je te laisse me dire. Quelques éléments qui vont perdurer et qui vont peut-être aussi se transformer dans le temps. Bon, ça fait longtemps qu'on parle de digitalisation, mais là, finalement, elle est devenue réelle avec la crise. C'est-à-dire, on a vu réellement quel était l'apport de la digitalisation, aussi bien dans nos fonctionnements internes d'entreprise, entre collaborateurs, entre équipes, entre services, entre zones géographiques, avec le travail à distance, avec des outils comme, voilà, comme Teams et autres, ou Klaxoon. Bref, tous ces outils-là ont permis de maintenir justement la chaîne de valeur en fonctionnement, mais aussi vis-à-vis du client. Il y a tout un tas de sujets digitaux, de la e-signature, de la e-facture, etc., ont permis de maintenir aussi la chaîne de valeur en place. Et donc, tout cet aspect de digitalisation dont on parle depuis des années maintenant a vraiment pris tout son sens et tout le monde a vu vraiment l'importance et l'intérêt de l'apport de ces outils et de ces approches de digitalisation. Deuxième point important, c'est de travailler effectivement sur les coûts de fonctionnement. Alors, pas seulement dans une logique de réduction, mais de se dire comment je peux réutiliser les économies faites à droite pour les mettre à gauche sur la croissance. Parce que la logique est toujours aussi de se transformer, de proposer des services et des produits encore plus à valeur ajoutée vis-à-vis des clients. Donc, il y a eu cette espèce de basculement de dire on ne réduit pas pour réduire, mais on réduit pour maintenir la valeur ajoutée vis-à-vis du client. Et je trouve que cette approche est intéressante et on l'a vu de façon assez systématique. Et le troisième point, je dirais, intéressant dans les modes de fonctionnement, ça a été finalement le déplacement des centres de décision avec une décentralisation beaucoup plus locale, beaucoup plus au niveau opérationnel des équipes, des décisions, des prises de décision sur des choix de transformation, des choix d'organisation, des choix de fonctionnement, etc. Donc, une plus grande responsabilisation aussi au niveau local, au niveau des équipes qui sont vraiment au plus proche du terrain et des clients. Alors, sur les choses qui pourraient revenir en arrière très simplement, ce que l'on peut voir revenir un petit peu là, c'est peut-être des complexités, voilà, le maintien des complexités dans les décisions, dans les prises de décision. Et on revoit des couches qui recommencent parfois à s'empiler pour des décisions opérationnelles, stratégiques, etc. Donc, qui contribuent à alourdir les fonctionnements et les organisations. Et puis, le deuxième point qui est peut-être à mettre en avant, qui est peut-être un corollaire du premier point, c'est bien on recommence à remettre des barrières, à recréer des baronnies qui vont à l'encontre de la transversalité, à l'encontre du maintien de cette chaîne de valeur efficace et au service du client au final. Complexité, donc la complexité revient. Voilà. Justement, Delphine, quand on a préparé ce webinaire, il y a un mot qui est revenu très vite et de très nombreuses fois, en particulier de ta part, c'est le mot simplification. C'est vrai que je le disais en introduction tout à l'heure, cette crise, elle a en particulier montré que les entreprises pouvaient travailler de façon beaucoup plus simple quand elles étaient contraintes de le faire. Comment est-ce que vous avez abordé le sujet chez AXA Partners ou comment peut-être vous l'abordez, cette simplification? Parce que je sais que c'est quelque chose qui est central pour vous. Oui, exactement. Et je reviens vraiment sur ce qu'a dit Olivier. C'est la simplification, c'est d'abord se recentrer sur la valeur qu'on apporte, sur notre raison d'être, sur notre chaîne de valeur, et d'adapter, du moins de revoir nos modes de fonctionnement en conséquence. Et ces sujets de simplification, ce sont des sujets qui sont vraiment au centre de nos programmes de transformation, mais que la crise a mis encore plus en exergue. Par exemple, aujourd'hui, on fait en sorte de travailler sur nos opérations pour revenir vraiment à l'essence même du métier qui est l'humain. Et nous avons vraiment une ambition de repenser la façon dont on délivre le service, de faire évoluer l'écosystème de nos chargés d'assistance pour leur libérer du temps, les libérer de tâches administratives. Ça
peut être de recherche voilà, d'informations, de documents, et pour les recentrer sur ce qui est de la valeur, l'humain, l'écoute, et également au-delà de ça, c'est étendre leur mission, c'est-à-dire proposer des services à la demande. Notre ambition, c'est de ne jamais laisser un client au bord de la route sans solution. Donc, c'est que le chargé d'assistance puisse être en capacité d'apporter une solution à nos clients, et une solution qui soit adaptée vraiment au plus proche de ses besoins. Donc ça, c'est une première étape pour nous de simplification. Mais la simplification, c'est aussi la responsabilité de tous au sein de l'entreprise. Ce n'est pas que des sujets qui sont portés par des projets, par un programme de transformation. C'est aussi des sujets sur lesquels on embarque tous les collaborateurs. Donc, on les a questionnés. Quelles sont aujourd'hui les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Ça peut être des sujets de prise de décision, de lenteur de prise de décision, comme tu en parlais, Olivier. Ça peut être, on passe trop de réunions, trop de mails toute la journée, des procédures ou des contrôles qui sont compliqués, qui apportent pas nécessairement de valeur, ou du moins dont on comprend pas le sens. Ce sont de nombreux sujets de. Est-ce que ça voilà, change? ce sont des sujets. Ouais. Bah, oui, ça change dans le sens où aujourd'hui, on a mis en place des groupes de travail transverses au sein de l'entreprise, sponsorisés par le comité de direction, avec une vraie ambition collective de travailler mieux ensemble et de simplifier nos modes de fonctionnement. Donc oui, parce que il y a un engagement des collaborateurs, et c'est eux qui au quotidien voilà, sont confrontés à toutes ces complexités, et l'objectif, c'est de leur donner aussi cet empowerment, cette responsabilité aussi dans l'action, et également d'avoir cette légitimité et ce sponsorship qui est vraiment important auprès de la direction pour faciliter et encourager ces changements. Et mon équipe Excellence Opérationnelle, elle accompagne toute cette démarche au sens où on déploie aussi du coaching, de la formation sur le design thinking, sur la résolution de problèmes, sur la facilitation. Notre objectif aussi, c'est d'accompagner les collaborateurs et progressivement de les rendre aussi autonomes dans cette démarche d'amélioration continue, de simplification, et de faire en sorte également de créer des communautés internes de pratiques qui se développent, qui échangent, et d'apprendre ensemble pour aussi mieux collaborer. Donc la simplification, pour moi, voilà, ça passe par les deux étapes, par des projets qui vont travailler nos chaînes de valeur, simplifier les fonctionnements en apportant des solutions, soit pour réduire les tâches à non-valeur ajoutée, soit en apportant des nouveaux outils plus performants qui va faciliter le travail au quotidien. Mais ça passe aussi par l'engagement de chacun et l'intelligence collective. D'accord. Tu as cité, Stéphane, Delphine a cité le mot communauté. Même chose quand on a échangé pour préparer ce webinaire, et si on reste toujours sur le sujet de la simplification, voire de l'agilité, j'ai compris que la notion de communauté métier avait joué un rôle très fort justement dans la simplification chez Veolia et RVD. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous dire ce que c'est, nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne? Oui. Avant la crise, dans notre plan stratégique et dans notre plan de transformation lié, on avait pour ambition de passer d'une organisation purement géographique à une organisation dans nos régions qui ne serait pas géographique, mais qui serait organisée en ligne métier. Et la crise a été pour nous un formidable accélérateur parce qu'on s'est rendu compte que les problématiques d'un directeur des services aux entreprises en région Bretagne, Pays de Loire ou en région Sud-PACA, au fond, sont les mêmes. Et on a fait travailler, et avec un facteur d'accélération lié à la crise extrêmement fort, on a fait travailler en communauté nos 3 lignes métiers, donc services aux entreprises, services aux collectivités et pilotage des grosses unités industrielles, direction des unités industrielles. Ils travaillent vraiment en communauté, ensemble, parce que c'est une communauté de partage de problématiques, de solutions et d'ambitions clients. Et c'est eux qui sont, j'ai vraiment envie de dire, à la poignée de l'éventail pour être les simplificateurs du processus, parce que ce dont on a besoin pour révéler vraiment tout notre impact, c'est ça, et ça, on n'en a pas besoin. Et ça bouscule beaucoup notre organisation, où on devient beaucoup plus spécialiste sur nos différents éléments, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite sur la manière dont on aborde chacun de ces 3 lignes métiers. Et donc,
pendant la crise, de faire bosser ces responsables de communauté ensemble pour dire c'est quoi sur l'essentiel, ça a été remarquable. Et derrière, on prend le relais avec un système de management de la performance plurielle où en fait où on réenvironne en fait tout ça pour en fait effectivement être au maximum dans la recherche de la simplification de nos processus, qu'est-ce qui est important pour délivrer la valeur pour le client. D'accord. Justement, Stéphane, là, ce système de management de la performance plurielle, tu as prononcé le mot, là, on ne peut pas rester là-dessus sans en parler un petit peu. Le nom est joli, mais il va falloir que tu nous en dises un peu plus. Oui, alors, deux éléments là-dessus. Le groupe Veolia s'est doté d'une raison d'être qui vraiment, alors on n'est pas encore entreprise à mission, mais on veut vraiment s'orienter d'avoir une raison d'être extrêmement forte pour équilibrer l'intégralité de nos performances par rapport à nos 5 grandes parties prenantes que sont nos clients, nos collaborateurs, la planète, la société et nos actionnaires. Et donc, on veut être vraiment sur un équilibre de nos performances pour ces 5 parties prenantes. Et là-dedans, ce que on a mis en œuvre au niveau de RVD en France, un système de management de la performance plurielle, parce qu'on a joint l'utile à l'agréable. C'est que avant, on avait des SMI, ça doit parler à un certain nombre de personnes, et parce qu'on a des obligations aussi contractuelles, réglementaires, etc., qui font qu'on doit être sur des référentiels 9 000, 14 000, 50 000, 46 000. On reprend tout ça dans notre système de management de la performance plurielle où nos données d'entrée, ce sont nos parties prenantes et derrière, en données sorties, comment on délivre cette performance pour nos parties prenantes. Et donc, on est passé de 12 systèmes de management intégrés en région parce que chaque région faisait son sujet. Et comme on est dans une communauté métier où on définit la manière dont on veut travailler le sujet, on devient une seule entité qui doit travailler tous de la même manière et ça donne un facteur d'accélérateur extrêmement puissant parce que, par exemple, notre service IT, au lieu de faire 12 fois des choses sur mesure, il le fait plus qu'une fois, ce qui lui donne beaucoup plus de puissance sur le sujet. Mais c'est vrai surtout les services support et fonctionnels qu'on peut avoir qui, en fait, n'ont qu'une seule voie. Et donc, notre système de management de la performance plurielle, c'est réorienter tous nos systèmes de management dans la délivrance qui nous permet de mesurer cette performance plurielle pour nos parties prenantes. Et cerise sur le gâteau, c'est que on va aussi simplifier nos certifications. Au mois de décembre, on va passer à une certification France sur nos quatre référentiels au lieu d'avoir je ne sais combien d'auditeurs partout tout au long de l'année dans nos organisations. Et est-ce qu'il y a eu des changements également? Ça, c'est plutôt Olivier qui en parlait tout à l'heure, justement sur tu en as parlé aussi d'ailleurs, mais des modes de gouvernance, des fréquences. Non, c'est toi qui en parlais, pardon, des fréquences de rencontres en fait, des instances de gouvernance. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué là-dessus? Tu as évoqué le sujet tout à l'heure. Oui, on a vraiment changé notre mode de. Je vais l'illustrer avec la manière dont le COMEX travaille. On avait un COMEX qui se réunissait une fois par mois, une journée complète, où généralement on avait entre 150 et 250 slides et c'était assez top-down, avec des temps d'échange qui se limitaient à une demi-heure au moment du café en déjeunant. Je suis caricatural, mais c'est pas loin de ça. On est passé, et du fait de la crise, ça nous a appris ça. On est passé à un mode où on se réunit toutes les semaines sur un format d'1h30 en visio, où on a une semaine sur deux, on regarde les aspects de la crise sanitaire. Alors aujourd'hui, ça se termine, et on regarde strictement nos KPI et on lève les questions sur nos KPI. Et une semaine sur deux, on a un COMEX projet, c'est-à-dire sur un des sujets de KPI ou d'éléments, on se dit focus sur ce sujet-là, comment on avance, comment on le prend, comment on le priorise. Et à côté de ça, on se réunit tous les 3 mois, 2 ou 3 mois, c'est un peu plus que trimestriel. Là, sur 2 jours où on va vraiment prendre des sujets de fond et où on n'est pas à regarder les KPI, on n'est pas à regarder. Voilà, ça a pris vraiment ça a accéléré nos manières de nous rencontrer sur des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus efficaces, très centrés. Et en fait, on discute du coup pas du tout de la même chose. Parce qu'on est vraiment on a dit qu'on faisait ça et on a des objectifs qui sont beaucoup plus smart.
On n'est pas dans l'incantatoire de il faudrait que. On est sur comment on fait pour délivrer. Attends, là, on a un truc qui dérive. Comment on le corrige? Mais c'est dans les 10 jours qui viennent, quoi. Et ça, alors, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, comme le COMEX fonctionne comme ça, ça descend dans les organisations et partout, les CODIR de région, derrière les communautés métiers, il y a une vraie appétence à se réunir régulièrement parce que, tiens, il y a mon chef qui m'a demandé de faire ça, il faut qu'on se réunisse pour voir comment on va faire pour qu'on soit alignés entre nous. Et donc ça a été extrêmement fort. Et le motto qu'on a au niveau de RD sur le sujet, c'est simplifier pour performer avec 3 temps. C'est un temps de partage, un temps d'alignement et un temps de discipline. On partage par rapport à une problématique, on s'aligne sur une décision et on la retient, et ensuite on discipline tout le monde pour la tenir. Et c'est la discipline du sportif, c'est-à-dire c'est exigeant, mais comment on fait pour vraiment bien y arriver et à le tenir dans la durée. Et ça, c'était un peu nouveau chez nous parce que c'était plutôt un aéropage, une fédération de PME que un groupe ensemble qui avance. Ça peut paraître étonnant quand on est à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a 170 sociétés, donc c'est compliqué de faire ça. Mais c'est vraiment notre motto. Et la simplifier pour performer, je vous ai expliqué nos 5 champs de performance plurielle tout à l'heure. C'est performer pas que économiquement, pas que pour nos clients, c'est aussi performer pour la planète. C'est aussi performer pour nos collaborateurs. C'est dans le bon équilibre de nos 5 champs de performance et de chercher la simplification par nos communautés métiers. Peut-être juste une question supplémentaire par rapport, enfin juste avant de redonner la parole à Delphine. Tout à l'heure, tu as parlé d'un plan stratégique. Est-ce que la crise sanitaire, en fait, a changé la nature des chantiers de ce plan stratégique? Est-ce qu'il a eu un impact sur le plan stratégique ou bien est-ce que finalement c'est le même parce que c'était le bon? Ou est-ce qu'il a été indépendant d'ailleurs? J'en sais rien. Alors, globalement, notre plan stratégique, la crise a vraiment renforcé notre plan stratégique en disant on est vraiment dans le bon. Et ça a plutôt eu un effet d'accélérateur de mise en œuvre, d'opportunité de mise en œuvre que de réorientation du plan stratégique. Ça nous a fait changer quelques projets parce qu'il y en a qui sont apparus, mais c'est normal, lié à tout le plan de transformation, des choses qu'on avait moins captées au départ, qui sont devenues un peu plus sur le devant de la scène. Mais globalement, ça a vraiment confirmé les orientations du plan stratégique. L'analyse de base était bonne. D'accord. Merci beaucoup. Delphine, je me tourne à nouveau vers toi. Tu as parlé tout à l'heure et tu disais qu'on en parlerait un peu plus tard de sujets de travail hybride, de management hybride, là, sur les sujets humains, d'engagement, de réengagement, justement, de changement des modes de travail et de management. Je comprends que, comme tout le monde, vous devez être sur ces sujets-là hein, chez AXA Partners. Est-ce que tu peux nous en dire, nous dire comment vous y prenez pour installer ces nouveaux modes de fonctionnement, de management et surtout, puisqu'on est quand même sur un thème de performance ce matin, comment vous vous en servez comme levier de performance? Exactement, donc je pense que ça fait vraiment écho à ce que présentait Stéphane, hein, c'est se questionner sur nos modes de fonctionnement, les gouvernances qui sont en place, les récurrences des réunions, leurs objets, quels sont les outputs, les outcomes des réunions, comment on enclenche des actions à court terme, comment on s'assure qu'on maintient dans le temps les décisions qu'on a prises et qu'on les applique et comment on apprend régulièrement ensemble à travers des formats de rétrospective. Donc pour ça, on s'appuie pas mal aussi sur les fondamentaux des méthodes agiles et des principes d'agilité. Donc AXA au niveau groupe, décidé d'étendre sa stratégie de smart working à l'ensemble des collaborateurs dans le monde pour atteindre une meilleure efficacité individuelle collective grâce à plus de flexibilité, plus d'autonomie, plus de collaboration, en utilisant des pratiques issues notamment de l'agilité, une meilleure maîtrise des outils, des technologies. On a parlé du digital et que la crise a accéléré l'utilisation qu'on peut en faire déjà en tant que collaborateur
à travers le télétravail, on a dû s'approprier rapidement des outils comme Teams, SharePoint pour partager des informations, des documents, mais aussi des outils pour animer des réunions. Je parlais de Klaxoon, de Miro. Voilà, ça nous a questionné aussi sur la maîtrise en fait de ces outils au service du collectif et également de réfléchir à notre environnement de travail. Donc nous, chez AXA Partners France, voilà, on a défini notre, dans cette logique, la déclinaison de ce que veut dire le smart working pour la France. Donc, on a engagé également une première réflexion avec le comité de direction, voilà, sur la dynamique collective déjà en tant qu'équipe de direction, de revoir les rituels, de se réaligner sur les besoins de collaboration en fonction des sujets, de s'aligner aussi sur des objectifs partagés et comment on les décline dans l'entreprise pour casser les silos et aider à avoir cette meilleure fluidité, du moins collaboration sur les chaînes de valeur. Donc, c'est un premier élément. Et un deuxième élément, effectivement, c'est de travailler, donc on travaille sur un guide aussi de pratiques qui vont permettre l'efficacité, on va dire, collective au sein d'une même équipe, mais aussi entre les équipes, des pratiques sur la performance individuelle, aussi pour s'intéresser à voilà, travailler à l'informel. On a vu qu'avec avec la crise, finalement, tous ces petits moments informels qui sont très utiles pour créer ce lien entre les collaborateurs pour faciliter ce terrain de collaboration, mais aussi pour traiter des sujets comme les pauses café, le fait de se croiser dans les couloirs. Mais ces moments ont un petit peu disparu avec le virtuel. On est obligé de se positionner une réunion pour tout. Donc, c'est aussi se questionner maintenant qu'on revient sur site. Quelles ont été finalement les pratiques qu'on a mis en place collectivement, qui ont fonctionné, quels enseignements on en a tiré, quelles ont été les limites ou les difficultés. Qu'est-ce qu'on veut garder pour la suite, quelles sont les activités qui sont robustes au télétravail, celles pour lesquelles on a besoin d'être ensemble et ces moments collectifs, on va vraiment les exploiter au mieux quand on va revenir sur site et comment, au-delà de ça, je vais m'approprier au mieux ces outils, ces technologies liées au digital et derrière ces pratiques collaboratives qui sont utiles et qui servent à l'intelligence collective. Donc, dans l'équipe excellence opérationnelle, voilà, on a engagé des réflexions, des groupes de travail qui intègrent des collaborateurs, des managers pour co-construire ensemble ce guide de pratique, identifier des cas d'usage vraiment qui correspondent à des difficultés ou des opportunités d'amélioration opérationnelle de travail au quotidien collectif. Et ensuite, notre objectif, c'est d'animer en fait la mise en œuvre, l'usage de ces pratiques, des retours d'expérience entre pairs, entre collaborateurs, sur voilà, faire savoir les succès, les difficultés, échanger ensemble, trouver des leviers d'amélioration et apprendre ensemble. Donc, c'est vraiment une démarche qui a pris beaucoup d'ampleur à travers la crise. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai besoin, une vraie appétence aussi des collaborateurs de recréer ce lien, de repenser les pratiques individuelles et collectives. Et Delphine, tu nous as parlé lors de la préparation de notion de team agreement. Est-ce que c'est lié à ça? Oui, exactement. Donc, le team agreement, je dirais que c'est une première étape qui permet d'une part de recentrer l'équipe, quelle est notre mission, quelle est notre raison d'être, qu'est-ce qui nous relie en tant qu'équipe, qu'est-ce que dans nos modes de fonctionnement aujourd'hui, qu'est-ce qui avant la crise fonctionnait bien, qu'est-ce que la crise également nous a amené à mettre en place et qu'on souhaiterait garder pour la suite, quelles sont les difficultés qu'on a pu avoir et de réfléchir collectivement à voilà, quels vont être les moments collectifs dont on a besoin, quels sont les rituels qu'on doit re-questionner, remettre en place. Et ça passe aussi par clarifier le sens, clarifier la vision, pour permettre plus d'autonomie, plus de responsabilité aussi des collaborateurs. Donc, il y a un sujet aussi autour de la communication du sens et de la vision. Il y a un sujet sur comment est-ce qu'on s'aligne sur nos priorités, comment on définit collectivement nos objectifs à court terme, comment on peut s'aider les uns les autres en tant qu'équipe à atteindre nos objectifs et à revoir nos priorités. Donc, le team agreement, en fait, c'est un cadre structurant qui va permettre à chaque équipe de revoir ses modes de fonctionnement, ses rituels, en prenant en compte tant les sujets de moments collectifs et collaboratifs, des sujets aussi de bien-être des collaborateurs, que des sujets aussi de favoriser l'informel
au sein de l'équipe et de garder ces moments vraiment de lien et de connexion. D'accord, d'accord. Ok, merci. Olivier, Julie Esterwen oblige, parce qu'on est particulièrement sensible au sujet humain chez nous. C'est quoi ta vision sur ce thème qui est très, très critique en sortie de crise sanitaire? Delphine et Stéphane, on en parlait, hein, les chaînes de valeur ont pu être maintenues grâce à l'engagement des collaborateurs à tous les instants de la journée, au service du client, etc. Ce que l'on voit aujourd'hui se développer, c'est de plus en plus cette notion de communauté, justement le fait de capitaliser sur cet engagement pour créer finalement des équipes porteuses d'une expertise, porteuses d'un savoir-faire qui va être donc en charge, cette communauté, de la diffuser, de la partager, de la déployer dans une logique très, très opérationnelle, dans une logique vraiment très concrète. Hein. Les communautés existent, elles ont des moments à elles pour se retrouver, elles ont leurs propres outils de diffusion, etc., de leur savoir. Donc cette notion de communauté, on la voit de plus en plus se diffuser, se déployer, avec la logique suivante, hein, qui est effectivement, on est là, enfin les équipes sont là pour maintenir le quotidien et le bon fonctionnement de la chaîne de valeur, mais aussi pour aller plus loin que simplement maintenir cette chaîne de valeur, pour l'optimiser, pour trouver de nouveaux leviers, pour la simplifier, etc. Donc, je trouve que cette notion de communauté qui se développe de plus en plus est intéressante. Ça permet de décentraliser aussi les points de décision, comme je le disais tout à l'heure. Ça permet de créer un lien aussi beaucoup plus simple entre les équipes pour mettre sur la table des sujets de simplification, de dysfonctionnement et donc d'optimisation. Et donc là, on revient un peu, je dirais, aux fondamentaux du lean management, sans tomber dans le dogmatisme, hein, mais simplement le fait de remettre du management visuel, le fait de redéfinir ces indicateurs clés de performance, sans en créer non plus 500, mais avoir 4, 5 indicateurs clés de performance qui nous permettent de savoir à quel moment on ne dérive pas, comment on remonte, donc par des rituels d'équipe et de communauté, les dysfonctionnements, les irritants, pour les traiter vraiment et faire face à ces problématiques avec maturité, c'est-à-dire sans les mettre sous le tapis, hein, ces dysfonctionnements, eh bien c'est des choses voilà, qui permettent de mettre l'humain au milieu finalement de cette chaîne de valeur et de redonner du sens à leur activité au-delà simplement de délivrer un produit, un service. Et cette démarche, ce mouvement est très très intéressant et assez partagé, je trouve, quel que soit le domaine d'activité de nos clients, des entreprises avec lesquelles on interagit. Il y a un sujet qu'on voulait traiter ce matin également, et Olivier, tu en as parlé tout à l'heure, c'est le sujet des coûts, des dépenses. On a bien vu pendant cette crise que, j'ai envie de dire presque par fonction, il y a eu beaucoup d'économies de dépenses, hein, même si mais il y a eu beaucoup d'économies de dépenses. Est-ce que, en sortie de crise, en fait, des choses vont se perpétuer sur les aspects dépenses et peut-être la réallocation dont tu parlais tout à l'heure, Olivier, des dépenses sur les bons sujets, sur le client, sur la croissance, sujet de réallocation. C'est pas forcément pour réduire les coûts, encore une fois, mais pour réallouer les dépenses sur les bons sujets. Stéphane, est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Alors juste, je te demande juste d'être court parce qu'en fait, il est 10h moins 10. Juste ton avis là-dessus. Oui, les coûts, pour moi, enfin, aujourd'hui, dans notre approche, les coûts ne sont qu'une conséquence de la simplification. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille avant tout à simplifier nos processus, ce qu'on veut faire, parce que globalement, on n'a pas de personnes qui glandent chez nous, c'est-à-dire on n'a pas des gens qui sont en suspension dans les bureaux, quoi. Et c'est bien parce qu'on leur a demandé de faire des choses. Et il faut qu'on se repose la question de l'utilité de ce qu'on leur demande. Et c'est donc bien la simplification de nos processus, de nos manières de faire, qui vont nous permettre de faire de l'économie de coûts. Et on a eu une tendance naturelle d'empiler. Et aujourd'hui, on est 30 kilos en surpoids, on a du gras à tous les étages et on veut continuer à courir le marathon.
il faut qu'on reprenne un peu un poids de forme. C'est de l'entraînement et c'est bien par refaire le processus sur l'essentiel, la simplification du processus qui va nous permettre vraiment de travailler le sujet. Et il faut qu'on apprenne, nous, chez nous, parce que c'est pas naturel chez nous, c'est d'abandonner des choses. On ne sait pas arrêter des choses. Il y a des choses qui ont été mises en œuvre il y a 5 ans, il y a 10 ans et qui étaient nécessaires à ce moment-là, qu'on n'a pas forcément besoin de faire encore aujourd'hui. Il faut qu'on soit capable d'arrêter les choses. Et donc, c'est bien par la réflexion sur le processus, la simplification, et c'est bien la communauté qui est à l'œuvre sur le sujet parce que c'est eux les sachants. C'est pas une affaire de qualiticien, c'est pas une affaire de direction générale. La direction générale peut avoir une vision, mais c'est bien la communauté de ceux qui le font qui vont dire de quoi j'ai besoin pour délivrer l'objectif qui m'a été fixé, quoi. Et c'est vraiment ce sujet-là. Et en conséquence, les coûts baisseront et nos frais généraux au sens large et l'intégralité de nos coûts. Et ça n'est qu'une conséquence. On a la chance d'avoir un actionnaire qui nous laisse un peu le temps de le faire, c'est-à-dire parce que c'est une trajectoire sur le coût. Et c'est pas quelque chose qu'on doit faire pour la fin de l'année 2021. Ok. Merci Stéphane. Delphine, de ton côté, chez AXA Partners, des programmes de réduction de coûts, des choses comme ça en perspective? En fait, je rejoins ce qu'a dit Stéphane. C'est vraiment une équation qui est plus large et ce qu'on a parlé tout à l'heure sur la démarche de simplification, nos programmes de transformation, les réflexions autour de nos outils, de la digitalisation, que ce soit en interne ou des parcours clients, embarquent voilà, une notion de réduction de coûts, mais qui est portée d'abord au regard de la valeur qu'on apporte, de nos objectifs effectivement de développement, de croissance. Donc voilà, de la même façon, cette réduction de coûts, c'est ceci une conséquence en fait de ces réflexions autour de la valeur apportée. Et comme le disait Stéphane, et je rejoins à 200%, ce sont les sachants, ceux qui font au quotidien, qui sont les mieux placés pour voilà, pour remonter en fait cette notion d'amélioration, je dirais, continue, d'identifier les sujets qu'on peut améliorer. Mais pour leur donner la capacité à faire ça, il faut aussi clarifier le sens, la direction, où est-ce qu'on veut aller, bien décliner à leur niveau les priorités d'entreprise, qui a un bon alignement, et également leur donner aussi les moyens. Ça va être du temps, de l'accompagnement, que ce soit par des méthodes de résolution de problèmes, et aussi montrer que les sujets sont pris et que des actions sont mises en œuvre pour améliorer en fait les difficultés qui sont remontées, et que c'est pas juste un exercice théorique, mais qu'il y a un vrai engagement collectif à faire en sorte d'aller au bout des actions. Et peut-être un dernier point, c'est vraiment la discipline. Je pense que ça, c'est un point qui reste, qui aussi nous vient du lean, de l'agilité, mais qui est important. C'est de prendre des décisions, de s'y tenir. On parle aussi d'homéostasie des systèmes, de son retour à l'équilibre et aux pratiques passées, parce que finalement, c'est ce qu'on savait faire, c'est ce qui est la zone de confort. Et c'est de pouvoir s'assurer, mémoire de forme, que ces changements et ces nouvelles pratiques s'ancrent dans un nouveau quotidien, et d'être vigilant par rapport à ça. Et c'est un effort aussi complémentaire à apporter. Et voilà, c'est un point vraiment important dans cette démarche. Ok. Voilà. Si on veut prendre 2-3 questions, il faut absolument qu'on conclue. Donc, ce que je vous propose simplement, peut-être Stéphane, Delphine, Olivier, c'est 3 mots pour conclure, ou une phrase au sens propre du terme. Stéphane, est-ce que tu veux te lancer? Ouais, alors j'ai envie de dire simplifier pour performer par le partage, l'alignement et la discipline. Bon, nickel. Avec ça, Delphine? Moi, j'aurais dit se recentrer sur la valeur, l'engagement et la responsabilité de chacun, et l'intelligence collective. Excellent. Olivier, ton tour? Moi, je dirais que l'enjeu, c'est d'avoir une approche holistique finalement de tous ces sujets, sans préjugés, sans concept déjà prédéfini. Et donc, c'est vraiment d'avoir une logistique de cette analyse de ces justes besoins, et trouver le bon levier en conséquence, la digitalisation, la décentralisation, l'hybride, etc., etc. Mais il n'y a pas de martingale. L'enjeu, c'est vraiment de savoir prendre ce recul avec, malheureusement, il n'y en a pas. Mais voilà, l'enjeu, c'est vraiment de se donner les moyens de prendre un peu de recul avant de choisir ses combats. Excellent.
Merci beaucoup à tous les trois. J'aurai encore l'occasion de vous remercier tout à l'heure. Judith, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu as des questions dans l'assistance? Alors oui, je suis toujours là. Super. J'ai une question pour Stéphane, qui va nous rejoindre, je pense, sur la performance plurielle. Justement, on voulait un petit peu plus de précision sur cette notion de performance plurielle. Excuse-moi, j'ai dû m'absenter. J'ai pas entendu la question parce que je suis. D'accord. La vie, en fait. Pas de souci. Tu peux répéter la question, s'il te plaît, Judith? Oui, donc sur la performance plurielle, un peu plus de précision. Qu'est-ce qu'on met dans cette notion de performance plurielle? Est-ce que c'est facile à concilier cette diversité de parties prenantes? Alors, c'est un sujet extrêmement difficile à prendre en compte parce que l'essentiel, c'est d'avoir une direction générale qui a vraiment envie de s'impliquer dans le sujet. Et là, nous, on a cette chance. Le PDG aujourd'hui, Antoine Frérot, qui veut vraiment qu'on aille dans cette capacité à avoir une entreprise durable. Il veut faire de Veolia le champion de la transformation écologique au niveau mondial. Et il faut qu'on soit capable de vraiment équilibrer parce que la durabilité, le 2 degrés, le 1,5 degré 2050, la capacité à être socialement admissible par l'intégralité des populations. On a la conviction au sein de Veolia que c'est pas un choix pour les entreprises, c'est une nécessité. Et que si on veut être vraiment durable dans le temps, il faut qu'on soit capable de s'inscrire dans des paramètres qui sont bien au-delà de ceux de l'entreprise. Et donc, on a retenu, nous, les 18 critères de l'ONU autour de cette thématique-là, qu'on a remis sous les 5 parties prenantes. Et comme le dit notre PDG, je crois que ça résume assez bien le sujet, une entreprise est profitable parce qu'elle est utile et non pas l'inverse. Une entreprise n'est pas utile parce qu'elle est profitable. Et je crois que ça résume assez bien le sujet. C'est qu'on doit aller chercher notre durabilité même économique au travers de notre capacité à bien répondre aux enjeux sociétaux qui sont les nôtres, au sens large du terme. Bon, ça nous touche droit au cœur chez Julie Sterwen. et donc, alors pour répondre à ta question précisément, comment on fait pour l'équilibrer? Au fond, c'est de se donner là aussi, sur chacune des parties prenantes, des objectifs mesurables et atteignables. Et il n'y a pas d'autre chose. Par exemple, je vous prends un critère, moi, avec lesquels je fais brère tous mes, je vais pas dire autre chose, tous les patrons de région sur le sujet, c'est la biodiversité. Parce qu'on croit qu'il faut vraiment que sur la biodiversité, de dépenser quelques milliers d'euros par an pour que sur leur site, ils fassent des actions de préservation de la biodiversité. C'est pas leur truc majeur. Ça passe par de la sensibilité, montrer la sensibilisation, pardon, c'est montrer le bénéfice attendu, le bénéfice indirect qu'on va avoir autour de ça. Et puis de manière très prosaïque, c'est de mettre ça un peu aussi dans les bonus policy. Ça aide aussi à ce que les gens se concentrent un peu dans la thématique. Super, bravo. Je pense qu'il est 9h58. Je pense qu'il va falloir se dire au revoir. Peut-être après un mot de la fin. Moi, mon mot de la fin, c'est surtout que je vous remercie chaudement, Delphine, Olivier, puis aussi Judith, notre grande organisatrice de ce webinaire, et pas que de ça. Merci beaucoup. Merci, c'était très, très, très sympa. C'était très intéressant. Je trouvais que c'était très concret. Merci pour ces exemples. Merci d'avoir un peu dévoilé des secrets de fabrique. J'espère que ce sera utile à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Et puis, pour toutes ces personnes justement qui sont encore avec nous, puisqu'il est 9h59 et 59 secondes, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Vous y trouverez tous les événements et toute la production en fait de prospective et de recherche qu'on peut faire chez Julie Sterwen. Voilà, pour rester en contact avec nous et rien manquer sur ce qu'on organise. Excellente journée, pleine de performances et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Delphine, merci Stéphane, merci Judith, merci Marc. Bonne journée. Bonne journée.